Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Dernièrement, j'ai été invité à un webinaire sur les partenariats et les influenceurs, et si je vous dis ça, c'est pas uniquement pour flex là-dessus, mais parce que ça m'a donné envie d'en parler un petit peu sur la chaîne. Surtout que je me suis rendu compte que le public et la plupart des viewers en fait étaient très mal informés sur ce qui se passait derrière les partenariats et les youtubeurs et le monde de YouTube. Et en plus, j'ai vu quelques youtubeurs comme Louis Cazenave, il me semble, qui commencent à faire des vidéos sur le sujet et ça marche bien, et je me suis dit pourquoi pas gratter aussi un peu de buzz. Et c'est pour ça que j'ai réalisé un sondage sur Instagram pour vous demander à votre avis, selon vous, combien gagnait environ un influenceur d'un peu plus d'1 million d'abonnés pour un partenariat. Bon, alors c'est pas du tout précis parce qu'en réalité il faudrait savoir le nombre de vues, l'engagement de la communauté, est-ce que c'est un partenariat en début de vidéo, est-ce que c'est juste une story, mais certains d'entre vous m'ont répondu 100, 200 euros, voire même 1000 euros, alors que on est plutôt sur 5 voire 6 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres. Encore plus que pour les autres vidéos, je vous encourage un maximum à partager cette vidéo autour de vous, que ce soit en story, que ce soit en tweet, que ce soit auprès de vos amis tout simplement, parce que je pense que pour le coup c'est important d'avoir un minimum de connaissances. Bon, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un rapide retour sur la monétisation des placements de produits pour qu'on soit au clair. De nombreux facteurs entrent en compte, ce qui fait qu'il est impossible de savoir exactement combien touche un influenceur pour un placement de produit. Ça dépend de la marque, de la durée du placement, du réseau, de la négociation avec son agent ou de son contrat avec son network. Ça dépend également du réseau social. Sur Instagram, le prix d'un post pour un vrai compte d'influenceur de 50 000 followers varie entre 250 et 700 euros. Sur Twitter, le prix d'un post sur un vrai compte d'influenceur de 500 000 followers est entre 180 et 400 euros. Sur Facebook, c'est entre 200 et 500 euros. Sur YouTube, pour une vidéo réalisant plus de 10 000 vues, c'est entre 500 et 1000 euros. Sur Snapchat ou en Instagram Story, le coût d'une story réalisant 10 000 vues varie entre 400 et 800 euros. Et encore, ces chiffres-là, je les tire d'un site, mais je sais pas exactement sur quoi ils se basent. Pour le coup, le site Calculator permet d'évaluer à peu près à combien reviendrait un post sponsorisé par certains influenceurs. Pour Squeezie, un post Instagram reviendrait entre 60 000 et 80 000 euros, et pour Lena Situation, entre 150 000 et 200 000 euros. Mais encore une fois, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, déjà parce que c'est probablement pas les sommes que touchent les influenceurs, mais surtout, même si c'est ces sommes qui sont en jeu, ça veut pas dire que ça revient directement dans leur poche. Là-dessus, ils vont devoir payer des impôts, même parfois payer des gens, et donc à la fin, il restera 50% de ce qu'ils ont touché pour le post, et encore. Et on peut se dire que c'est énorme, mais croyez-moi, c'est des miettes de pain comparé à ce qui est investi dans la publicité traditionnelle, et pourtant l'exposition est aussi, si ce n'est plus efficace, comme nous allons le voir. Parce qu'en effet, il ne sera pas question de rejeter en bloc le concept de partenariat, de collaboration, de placement de produits, parce que comme je vous l'ai dit déjà, même moi je l'ai fait, et puis je suis pas fondamentalement contre. Mais à mon avis, il faut que les viewers soient beaucoup plus aguerris sur ce qui se passe pour ne pas laisser les influenceurs faire tout simplement ce qu'ils veulent. Pour cela, je vais m'appuyer sur beaucoup d'exemples concrets que vous connaissez très probablement. Je vais alors parler de youtubeurs et d'influenceurs, et je préfère prévenir directement, j'ai absolument rien contre eux. Et aussi, je vais beaucoup m'appuyer sur l'article de Vincent d'Internet, l'article Medium que je vous mets en commentaire parmi les sources et que je vous invite à aller lire. Et donc voilà, il m'a beaucoup servi comme source, donc si vous avez envie d'approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller le lire, c'est très bien ce qu'il fait. Bref, dès que YouTube a commencé à rencontrer du succès, il y a des partenariats qui sont apparus petit à petit. J'avais déjà parlé dans une précédente vidéo de la collaboration entre Crunch et Norman, où c'était Crunch sort Norman de ta chambre, où Norman faisait des voyages avec Crunch, où pour le coup c'était clairement indiqué, il n'y avait pas trop de place au doute sur le fait que ce soit une pub pour Crunch en fait. Et donc ça remonte à 2013, ce qui fait maintenant 8 ans. C'est beaucoup. Et c'est cette même année qu'est née la chaîne Cyprien Gaming, de tests de jeux vidéo avec Cyprien et Squeezie, qui ont fait beaucoup de partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo, pas forcément mentionnés, mais ça on va en reparler un peu après. Du côté des youtubeuses, je vous avoue que je connais beaucoup moins, parce qu'autant pour Cyprien et Norman, je peux m'appuyer sur mes souvenirs, autant les youtubeuses, je les suivais pas du tout en 2013, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un souvenir très lointain d'une collaboration qui date beaucoup, mais j'ai réussi à retrouver les traces d'une collaboration en 2014 entre L'Oréal et Enjoy Phoenix, mais aussi Caroline et Safia. Et à l'époque, c'était pas très bien vu. Enjoy Phoenix a eu de très nombreux retours négatifs, il suffit de voir la section commentaires pour voir que la plupart des gens se plaignent d'un partenariat bâclé juste pour l'argent, et a même enlevé la barre de dislike et de like. Alors ça peut être une demande de la marque, parfois c'est le cas, là je pense que c'est que le nombre de dislikes était assez important. Mais on peut même penser plus tard aux Questions Con, qui avaient reçu pas mal de pouces rouges aussi pour un partenariat qu'ils avaient fait, mais aussi Top 10 en 2016 qui avait fait un placement de produit pour une application, et qui avait reçu pareil beaucoup de retours négatifs à ce sujet. Et force est de constater qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans la même optique et que c'est beaucoup plus accepté. Mais alors, comment expliquer ce revirement de situation? Tout d'abord, selon moi, on peut lier ça à l'acceptation de manière plus globale et donc beaucoup plus importante du métier de youtubeur. En fait, vu que les gens acceptent que
les individus puissent gagner de l'argent en faisant des vidéos ou en faisant de la création de contenu sur Internet, le fait qu'ils le gagnent par le biais des partenariats les choque moins. Pour preuve, on a même vu des créateurs comme Joueur du Grenier qui paraissaient très réticents à la base au fait de faire des placements de produits, en faire aujourd'hui à quasiment chaque test. Et encore une fois, c'est pas une critique négative, mais c'est juste de montrer que, voilà, à un moment, ils ont été obligés pour subvenir à leurs besoins de faire des placements de produits et que c'est plutôt bien accepté par leur communauté, ce qui paraissait pas du tout gagné il y a 6 ans. Aussi, on observe un glissement sémantique très intéressant et primordial selon moi. Aujourd'hui, le terme le plus employé est celui de collaboration, notamment chez les influenceuses et les influenceurs ou même les youtubeurs, youtubeuses lifestyle. On trouve aussi le terme partenariat, même s'il tend petit à petit à disparaître. Mais le grand absent est celui qui prévalait au début, à savoir placement de produit. Parce qu'en réalité, il suffit de se pencher un peu dessus pour comprendre pourquoi il y a eu ce glissement sémantique et à quel point il a un vrai objectif. C'est-à-dire que l'expression placement de produit renvoie beaucoup plus à un imaginaire marketing et publicitaire que collaboration, où on dit collaboration aussi pour un featuring entre deux youtubeurs d'égal à égal. Alors que là, en l'occurrence, c'est une marque qui paye un youtubeur. Et si vous vous posez la question, non, j'ai pas payé Durandal pour qu'il accepte de faire une vidéo avec moi. Et ce qui fonctionne particulièrement avec la logique des placements de produits, c'est que c'est lié à une personne à qui on est attaché et avec qui on a noué des liens par le biais des relations parasociales. Ou alors même qui fait figure d'autorité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les youtubeurs font figure d'autorité, notamment auprès des plus jeunes. Et forcément, si une figure d'autorité ou une personne dont on se sent proche nous conseille un produit, ça va être beaucoup plus efficace qu'un encart publicitaire qui en plus est montré comme tel. Et c'est là où c'est particulièrement efficace aussi, c'est qu'un placement de produit, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait une publicité en plein milieu d'une story ou en plein milieu d'une vidéo. Et donc notre cerveau n'est pas forcément préparé à recevoir une publicité, là où quand on a un encart publicitaire à la télé, déjà soit on zappe, soit en fait notre cerveau va créer des défenses qui vont permettre de contrer un petit peu les effets de la publicité, même si ça marchera toujours quoi qu'on le pense. Et donc c'est pour ça aussi que les placements de produits du JDG par exemple, selon moi, sont particulièrement appréciés, c'est parce qu'ils sont clairement définis comme des publicités, c'est-à-dire qu'ils ont lieu au début de la vidéo, ils n'ont rien à voir avec le reste de la vidéo, ils ne sont pas intégrés en son sein, et sont simplement une mise en scène d'un produit. Alors que certains assument beaucoup moins de dire que c'est une publicité. Et c'est d'ailleurs l'une des premières dérives et l'une des plus fréquentes. En 2015, la DGCCRF, en gros la répression des fraudes, s'était notamment attaquée aux youtubeurs sur ce sujet. Il reprochait à certains de ne pas expliciter clairement qu'il y avait un partenariat rémunéré dans certaines vidéos. Et pourtant, la loi dit que l'annonceur doit être clairement identifié. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Et c'est une infraction pour laquelle les peines ont été aggravées par la loi de consommation du 17 mars 2014, à savoir jusqu'à 300 000 € d'amende et ou 2 ans d'emprisonnement. Et ça arrivait énormément souvent, et encore une fois, je peux reprendre du coup l'exemple dont j'ai parlé au début de la vidéo de Cyprien Gaming, qui avait fait beaucoup de vidéos en partenariat avec des éditeurs de jeux vidéo sans jamais dire que c'était en partenariat avec des éditeurs de jeux vidéo. Aujourd'hui c'est corrigé, ils ont rajouté le inclut une communication commerciale et en même temps Cyprien s'excuse en disant qu'à l'époque on savait pas forcément qu'il fallait faire ça, on connaissait pas très bien la loi et on peut les croire, mais le truc c'est que la pratique continue encore aujourd'hui, de manière plus ou moins insidieuse. En gros, l'autorité recommande que le partenariat soit explicité au début du contenu ou au début du post, avec un hashtag type sponsorisé, partenariat, collaboration. Sauf que la plupart des youtubeurs souvent ne le précisent qu'à la fin du post, et souvent c'est un hashtag ad, qui veut dire publicité en anglais, mais vu qu'il s'adresse à un public très jeune, on peut se douter qu'honnêtement, il y a une partie qui sache même pas ce que ça veut dire. Surtout que maintenant, il ne devrait y avoir aucune excuse puisqu'il existe une fonctionnalité au sein même des applications pour déclarer un placement de produit. Donc il y a le inclut une communication commerciale sur YouTube, mais il y a aussi l'équivalent sur Instagram. Pourtant, on voit encore des youtubeurs très populaires comme McFly et Carlito qui avaient fait donc une collaboration avec Spotify en story Instagram et ils disaient pas si c'était sponsorisé ou pas. Certains influenceurs disent même qu'ils n'explicitent pas les partenariats parce que ça met moins en avant leurs publications. Parce qu'Instagram a la capacité de détecter les publications qui sont sponsorisées et donc ils les mettraient moins en avant. Et alors là, je vous parle même pas des agences
directement de communication et de marketing qui disent de ne pas spécifier que c'est un partenariat rémunéré. Mais il y a aussi le problème des concours. On peut voir par exemple celui de Lena Situation où le mot collaboration arrive à la toute fin du post et on voit que le post a été modifié, mais on peut très clairement se douter que ça a été rajouté peut-être 1 ou 2 jours après la publication, à savoir quand la majorité des gens l'avaient déjà vu. Et je trouve ça particulièrement trompeur pour les concours, parce qu'on pourrait croire que ça découle simplement de la bonne volonté de l'influenceur. On en a vu beaucoup au moment de Noël qui voudrait simplement offrir des cadeaux à sa communauté qu'il aurait payé de sa propre poche. Alors que très souvent, ils sont rémunérés par la marque pour vous faire gagner quelque chose. Et pareil, les concours, ça repose sur un mécanisme psychologique qui est super intéressant et super efficace, qui fait que quand vous voyez un concours, vous vous imaginez pendant ne serait-ce qu'une seconde avec le produit en question. Si jamais par exemple c'est un téléphone, vous vous imaginez avec le téléphone, et ça veut dire que si vous ne gagnez pas le concours, derrière, il y aura une petite partie de vous inconsciente qui aura un peu envie de ce téléphone parce que vous vous serez imaginé avec, sans compter le gain d'abonnés énorme que ça représente pour la marque. La marque par exemple Fnac a probablement 75% de ses abonnés qui proviennent de concours avec des influenceurs. Alors comment si vous suivez le compte Instagram Adambros YouTube, vous êtes certifié sans partenariat et sans placement de produit? Et oui, c'est probablement parce que de toute façon j'ai pas assez d'abonnés pour en faire. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous quoi. J'ai même pas le lien swipe up. Chaque semaine, je fais un live question-réponse pour parler un peu avec vous de tout et de rien, des actualités pop culture ou répondre à quelles études je fais. C'est quand même une grande question. Bref, aussi au niveau des dérives, il y a le dropshipping. Alors pour le coup, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines de vidéos qui ont été faites dessus. N'hésitez pas à aller voir, que ce soit du côté du roi des rats, de Maxella, ou encore du radis irradié, il y a tout ce qu'il faut. Mais en gros, il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion de dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, vous achetez un produit sur AliExpress à 2 € et vous le revendez 30. Et bah forcément, c'est un peu malhonnête. Bon, on l'a vu, il y a beaucoup de dérives sur les partenariats, notamment d'un point de vue légal, mais c'est pas le seul problème, parce que ça peut poser aussi un problème moral et éthique. On a par exemple vu un créatif qui dernièrement a annoncé qu'il arrêtait les partenariats. Lui, il faisait des sponsors, il me semble, avec NordVPN, parce que c'était un peu contradictoire avec sa chaîne qui a comme objectif de décrypter et de débunker les codes du marketing. Mais donc là, on a un youtubeur cohérent qui a un sens de l'éthique à toute épreuve, et je ne dis pas ça parce qu'il a été désigné par mes abonnés comme mon concurrent numéro 1. Voilà, tout le monde n'a pas la grande classe et la bravoure de notre cher créatif. Et comment leur en vouloir? Dans le même genre qu'un créatif, on a Enjoy Phoenix qui a dit arrêter les partenariats avec une marque parce qu'elle l'accusait de greenwashing, elle n'était pas en accord avec ses valeurs. Pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais récemment, par exemple, on a eu Johan Paps qui a fait beaucoup polémique. C'est le journaliste Hugo Clément qui a révélé ça parce qu'il a fait la promotion d'un pesticide. Et c'était en partenariat avec un lobby. Pour le coup, il a dit qu'il n'était pas au courant et il me semble qu'il a supprimé la vidéo. Mais c'est vrai qu'on peut voir aussi ce genre de dérive où les influenceurs ne font pas forcément attention d'où vient le partenariat et avec qui ils font des partenariats. Et ça peut nuire à leur image. Il y avait aussi le lobby des produits laitiers qui avait sponsorisé une vidéo avec McFly, Carlito et Squeezie. Et pareil, c'était de manière un peu insidieuse, on s'en rendait pas forcément compte. Et pour le coup, MrJD a fait une très longue vidéo dessus, donc je vous renvoie vers sa vidéo qui est très bien. Mais alors, quel futur pour les placements de produits et même pour le marketing d'influence de manière générale? Je vais vous donner mon avis sur ce que je pense qui va arriver. Pour le coup, c'est mon avis, donc ça se base sur rien, mais j'attends évidemment le vôtre en commentaire. Actuellement, le marketing d'influence est en pleine explosion et c'est pas du tout le Covid qui va le ralentir. Chaque année, le budget des marques pour le marketing sur Internet, notamment auprès des influenceurs, augmente. Sauf que pour moi, c'est une bulle. Et comme toute bulle, ça finit par exploser. Tout d'abord car cette hausse constante du budget s'explique par la nouveauté du phénomène, mais aussi par le fait qu'il y ait toujours des nouveaux acteurs et des nouvelles marques qui arrivent sur le marché. Donc à un moment, elles seront toutes arrivées. Et le nombre de viewers et de fans est limité. Je veux dire, une personne ne peut pas suivre plus de 75 youtubeurs. Je veux dire, de manière très assidue. C'est très compliqué. Et du coup, il va y avoir une concurrence de plus en plus rude pour l'attention et pour le temps de cerveau disponible des gens. Mais surtout, comme on l'a vu, selon moi, le marché manque clairement de régulation. De même, dans quelle mesure les placements de produits ne peuvent pas nuire à l'image d'un youtubeur, au moins sur le long terme. On voit un créatif qui est associé à NordVPN et qu'il est probablement associé jusqu'au bout, mais on a aussi Amixem qui est associé à RhinoShield. Est-ce qu'un jour il arrivera à vraiment s'enlever complètement de la marque RhinoShield? C'est pas forcément sûr. Et donc pour moi la solution réside dans les micro-influenceurs. Et j'ai vu, il me semble, des études qui sont sorties sur le sujet qui conseillaient aux marques de plus en plus de s'orienter vers les micro-influenceurs. Contrairement à ce que vous pourrez penser, après vous me croyez, vous me croyez pas, je suis pas en train de défendre ma paroisse parce que j'en suis moi-même un de micro-influenceur, mais dans le sens où il vaut mieux s'attacher les services d'un youtubeur qui a un très fort lien avec sa communauté et qui est sur un domaine très précis
plutôt qu'un grand youtubeur qui touche énormément de gens mais que les gens regardent juste d'un œil comme ça, comme ils regardent à peu près tous les youtubeurs. Mais alors dites-moi vous ce que vous pensez des placements de produits, est-ce que ça vous pose pas de problème, vous voyez pas le problème, est-ce que vous pensez que justement ça a besoin de plus de régulation, que les youtubeurs doivent dire plus clairement qu'il y a des placements de produits, ne serait-ce que d'un point de vue légal. En tout cas, dites-moi en commentaire, votre avis m'intéresse énormément. N'hésitez pas donc à mettre un énorme pouce bleu, à partager la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est très important. On se retrouve dimanche prochain 15h pour la vidéo spéciale des 100 000 abonnés. En attendant, merci à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre. À dimanche prochain 15h, c'est Adam Bros. Ciao!